Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, d'ores et déjà, merci de vous joindre à cette interpellation qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur, puisque tous les dimanches matins, qu'importe la météo, j'aime me lever pour aller rouler en VTT dans les bois. Je ne suis pas le seul et heureusement, nous sommes de plus en plus et c'est tant mieux. Je tiens à rappeler à Madame la Ministre, évidemment, que certes, nous sommes des passionnés de VTT, mais avant tout des amoureux de la nature. C'est aussi pour cela qu'on aime se lever des potrons minés le dimanche matin, quelles que soient les activités de la veille et quelle que soit la météo. Depuis le printemps dernier et les périodes de confinement que nous connaissons, nous constatons un afflux nettement supérieur, un développement des activités dans la forêt. Certains usagers, en particulier les VTTistes, sont cependant limités, on peut le dire comme ça, dans leurs pratiques sportives, en particulier par l'article 21 du Code forestier. Ce dernier, que dit-il? Il empêche quelque part, et pour le résumer, que des vélos puissent emprunter des sentiers de moins d'1 mètre de large. C'est une discussion, évidemment, hein, on peut apprécier ou non, mais toujours est-il que c'est le Code forestier qui va en ce sens. Et d'un autre côté, c'est parfois difficile à interpréter sur le terrain parce que 1 mètre, c'est quoi? C'est la largeur au sol, c'est la largeur entre deux arbres. Et puis 1 mètre, on ne se promène pas avec son mètre dans les mains. Et donc parfois, ça peut se jouer à quelques centimètres. On va le voir un petit peu plus loin. Ça crée évidemment des tensions évidemment avec les principaux concernés, les VTTistes, mais aussi avec le DNF qui, lui, est chargé de faire respecter la législation dans le but de préserver la nature, l'environnement, la diversité, et que l'on s'entende bien, évidemment, je ne tiens aucunement à critiquer l'investissement des agents du DNF sur le terrain. Nombre d'entre eux sont aussi des VTTistes, et j'en compte plusieurs parmi mon cercle de connaissances. Il n'est nullement question non plus pour les VTTistes de se livrer au jeu du chat et de la souris, hein, Madame la Ministre, bien au contraire, puisque vous avez été contacté par la MBF, hein, la Mountain Bike Foundation, qui a spontanément pris contact avec vous pour essayer de faire avancer les choses, pour tenter d'améliorer la situation et de faciliter le contact entre les VTTistes et le DNF. Les VTTistes, comme vous le savez, Madame la Ministre, plaident pour une adaptation de la législation afin de permettre un déplacement sur tous les sentiers, dans le respect évidemment des autres usagers de la forêt et du cadre naturel. Nous en avons déjà parlé aussi dans cette commission, les single track, hein, comme on les appelle, une seule trace. C'est un peu le terrain privilégié des VTTistes, hein, parce que c'est l'endroit où on va s'amuser le plus facilement. Et par ailleurs, ce n'est pas l'endroit où les familles vont se promener avec des petits bouts de 8 ans. Donc on trouve finalement qu'on se répartit bien le territoire dans la forêt si on fonctionne de cette manière, même si pour l'heure, le Code forestier ne l'autorise pas. Malgré les démarches proactives de la Mountain Bike Foundation auprès de vos services et du DNF, sur le terrain, on constate encore une multiplication des incidents entre agents du DNF et des usagers ces derniers mois et même ces dernières semaines. Et mon collègue, M. Witzel, a évoqué le sujet pas plus tard qu'à notre dernière séance plénière, où il évoquait le cas très concret du youtubeur, dont on ne va pas citer le nom, mais qui s'exprime sous le nom du compte VTT avec un mec normal. Vous avez d'ailleurs répondu à l'interpellation de mon collègue, M. Witzel. Donc, là encore, je tiens bien à préciser que je ne souhaite pas jouer les avocats, jouer les juristes. Je ne suis pas là pour défendre cette personne, il est bien assez grand pour le faire lui-même, ni remettre en cause les actions qui ont été menées par le DNF, même si le PV, en l'occurrence, m'interpelle. Pourquoi? D'abord parce que, après une étude minutieuse des différentes vidéos publiées par le YouTuber, il y a un PV de 9 pages qui est dressé et qui liste finalement tous les actes malveillants, entre guillemets, qui auraient été accomplis par ces VTTistes qui, dans le document, sont mentionnés de contrevenants, suspects et complices. Moi, je ne vous cache pas que si je recevais un document et être accusé en ces termes, je m'inquiéterais. Je me sentirais en tout cas heurté. Par ailleurs, ce qu'on leur reproche principalement, c'est d'avoir détruit une parcelle boisée. Alors le youtubeur a reconnu cet tort en public via le post d'une vidéo. Donc là encore une fois, derrière tout ça, je souhaite bien préciser que je ne suis pas là pour le défendre, mais bien pour défendre la pratique du VTT dans les bois.
Et dans le PV, on lui adresse finalement toute la responsabilité de la dégradation de la parcelle. Or, s'il a pu y accéder, j'estime que d'autres ont pu y accéder aussi. Vous me direz pas vu, pas pris. Et puisque lui, il a la bonne idée de poster des vidéos, évidemment, c'est plus facile de l'identifier. Et donc, j'estime que, quelque part, lui faire porter entièrement le chapeau, c'est un peu complexe. Encore une fois, je prends ceci en exemple, Madame la Ministre, c'est vraiment pour exposer mon propos. Alors, sans compter qu'il semblerait, et j'utilise volontairement le conditionnel, que la signalisation interdisant l'accès à cette parcelle n'est pas claire. Alors, je vous le concède, c'est très subjectif comme avis. Mais par contre, dans le PV, c'est justifié qu'en plus de la signalisation, que certains estiment inexistante et que d'autres disent qu'elle est appropriée, on précise que les personnes qui ont fréquenté cette parcelle boisée auraient pu savoir qu'elle était interdite en consultant le site officiel de la biodiversité en Wallonie. Alors, chers collègues, soyons de bon compte, mis à part les personnes averties, personne ne connaît l'existence de cette plateforme et personne ne va aller la consulter avant d'emprunter un bois, même si on pourrait juger que c'est un tort, Madame la Ministre. Je ne vais pas me pencher davantage sur le PV parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je soulève encore un dernier détail. Dans le PV, on mentionne qu'un vététiste est passé entre deux arbres distants de 93 cm. Je vous ramène au début de mon intervention, je vous disais que on estime que les VTT ne peuvent pas arpenter les chemins de moins d'1 mètre de large. 93 cm, 1 mètre de large, c'est que 7 cm parfois ça peut faire toute la différence, mais néanmoins dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Dès l'été dernier, Madame la Ministre, vous aviez annoncé votre volonté de réformer le code forestier afin de permettre une circulation des VTT en forêt. Des rencontres ont eu lieu, je l'ai dit, entre votre cabinet et celui de votre collègue en charge du tourisme, d'une part, la Mountain Bike Foundation, d'autre part, et des représentants d'autres fédérations. Personnellement, j'ai senti que vous étiez relativement ouverte à une éventuelle réforme, en tout cas dans vos prises de parole. Et puis par la suite, elles étaient un petit peu plus mesurées. Et sans doute que vous avez eu davantage d'informations, que j'ignore peut-être en ce moment, mais que vous allez sans doute nous exposer par la suite. Vous avez principalement évoqué le balisage, qui constitue une piste d'ouverture. Alors bien entendu, le système de balisage, et je l'avais évoqué lors de ma première intervention, qui pourrait par exemple coïncider avec celui qu'on connaît des pistes de ski, vert, bleu, rouge, noir, serait facilement compréhensible. Mais néanmoins, il y a derrière tout ça aussi un manque finalement d'infrastructures pour permettre la pratique du VTT et finalement aussi une compréhension parfois difficile de la législation, et je reviens au sentier de moins d'1 mètre de large. Pour revenir aux démarches initiées par la NBF, ne croyez-vous pas que plutôt qu'une politique de sanction, bien qu'elle soit nécessaire pour les plus récalcitrants, disons-le poliment, on pourrait envisager finalement une politique de prévention, de communication. Et je crois savoir que c'est ce que la MBF vous avez proposé. En tout cas, elle s'était portée volontaire pour sensibiliser les usagers en forêt et principalement les vététistes. Et par ailleurs, on a un YouTuber qui reconnaît ses torts, un YouTuber qui est suivi par 45 000 followers. J'estime, de mon point de vue, que c'est une opportunité inédite pour Madame la Ministre et son administration de faire passer son message. On a un influenceur qui, derrière lui, est suivi par 45 000 personnes, et cet influenceur peut donc influencer les pratiquants du VTT dans la forêt. Donc j'estime là qu'il y a peut-être un outil à explorer. Et donc, Madame la Ministre, j'aimerais savoir si vous pouvez faire le point sur l'état de votre réflexion. Confirmez-vous une réforme du Code forestier ou non, et en particulier son article 21 qui pose le plus grand problème, afin de faciliter la circulation des usagers de vélo en forêt. En parallèle à cela, allez-vous travailler dès à présent avec votre collègue en charge du tourisme pour améliorer le balisage? Aussi, afin de parvenir à un point d'équilibre entre les différentes parties, la mise en place d'une véritable task force ne serait-elle pas opportune? On entend souvent qu'on constitue des task force un petit peu pour tout et parfois malheureusement pour rien, mais en l'occurrence ici, ça pourrait être peut-être une piste de solution envisageable. Dans l'attente de la réforme annoncée, des instructions ne peuvent-elles pas être données au DNF afin de pratiquer l'information à l'attention des usagers plutôt que la sanction? C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Pourrait-on finalement essayer de sensibiliser les pratiquants quant à leur impact
sur l'environnement, sur la nature, lorsqu'ils ils travaillent le terrain pour aménager des bosses, lorsqu'ils apportent des palettes sur le terrain, encore une fois, pour faire des sauts. On est tous bien d'accord ici que ce n'est pas normal, mais tout le monde n'est pas au courant que ce n'est pas normal. Et enfin, des campagnes d'information sur la législation ne pourraient-elles pas être diffusées via les sites des fédérations ou même d'influenceurs? C'est ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt. Vous avez un outil formidable, une personne qui est suivie par 45 000 personnes. Je pense que vous pouvez utiliser ce moyen de communication à votre avantage, à l'avantage de la législation, à l'avantage du DNF, pour essayer finalement de faire converger tout le monde et que tout le monde puisse trouver un terrain d'entente, c'est le cas de le dire. Je vous avais un petit peu déclaré la ministre tout-terrain lorsque j'avais évoqué cette thématique. J'espère encore une fois qu'ici, vous pourrez arpenter les différents terrains chez vos différents collègues pour pouvoir trouver une solution à cette problématique qui nous tient tous à cœur, nous les VTTistes. Je vous remercie d'avance, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole à présent, Monsieur Dupont. Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne fais pas du vélo tous les dimanches matins, mais donc je laisserai le développement des arguments à Monsieur Matagne. Mais ceci dit, je trouve que les questions sont intéressantes et le momentum actuel prête à y répondre. Du coup, tout ce que je ferai, c'est de rajouter une ou deux questions en plus, parce que je trouve que j'aurais voulu avoir un peu d'informations sur la cohabitation, parce qu'il y a eu notamment des incidents qui ont lieu en France entre promeneurs, VTTistes et chasseurs. Et donc, qu'en est-il en fait de cette cohabitation en Belgique entre promeneurs, chasseurs et VTTistes? Qu'est-ce qui a été mis en place éventuellement pour renforcer la protection des usagers des bois? Et alors, la deuxième, qui est aussi liée plutôt au confinement, donc à la situation actuelle, fait que, ça a été le cas d'ailleurs, moi j'ai été me promener dans les bois de ma région à Bon Secours, où les parkings étaient surchargés et les bois aussi. Mais donc la pratique de bois a énormément augmenté, hein, que ce soit les promeneurs ou les VTTistes. Mais cela, est-ce que cela nécessite une augmentation de l'entretien des chemins? Et qu'est-ce qui a été mis en place du coup pour améliorer la cohabitation entre les usagers et l'entretien des chemins? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dupont. La parole à Monsieur Fontaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Tout d'abord, merci à notre collègue Julien Matagne pour cette interpellation qui nous permet de nous joindre à celle-ci. Et donc, la crise sanitaire importante que notre région traverse et l'obligation pour nos citoyens de subir une longue période de confinement ont poussé ceux-ci, Madame la Ministre, à trouver des moments paisibles de détente au sein de la nature et plus particulièrement dans nos belles forêts wallonnes. Alors, dans ce cadre, beaucoup de Wallonnes et de Wallons ont découvert ou redécouvert, mais aussi découvert les joies de la balade en VTT. Donc là, je rejoins mon collègue Matagne, puisque je pratique moi-même le VTT, mais je pratique également le trail et également la marche. Donc je voudrais que, éventuellement, on ouvre le dossier, ce dossier qui est un dossier transversal, non seulement chez vous, environnement, chez Madame Debu pour le tourisme, chez Monsieur Cruc pour le sport et chez Monsieur Borsu pour la chasse. Puisque j'ai proposé à M. Borsu, voilà un mois, de mettre en place une application pour permettre aux usagers de la forêt de savoir, avant de s'engager ou avant d'arriver sur le site de départ, de connaître les endroits de chasse et les endroits interdits, puisque la problématique se pose surtout en période de chasse. Alors, vous aviez indiqué, Madame la Ministre, lors des nombreuses discussions en commission à ce sujet, que vous souteniez d'ailleurs, et là, M. Matagne en a fait état, d'ailleurs, suite au confinement, l'ouverture des espaces naturels à la pratique du VTT, comme à d'autres, comme je viens de le dire, d'autres pratiques de plein air, et qu'il fallait assurer notamment la préservation de notre milieu naturel, et nous sommes toutes et tous d'accord là-dessus. Malheureusement, les dernières semaines ont vu une hausse des problèmes entre VTTistes et agents du DNF que je mettrais entre guillemets, parce que ce ne c'est pas systématiquement le cas précité cité ici, c'est un agent du DNF, mais ce n'est pas nécessairement que des agents du DNF, puisqu'on a vu, et M. Witzel et moi-même avons relaté à plusieurs reprises des incidents avec des planches à clous. On regarde encore dans la presse, et c'est pour ça que je me joins à l'interpellation, je voulais vous poser une question d'actualité. Cette semaine, à Serfontaine, des planches avec des vis
qui font au moins 10 cm de haut, cachées dans les feuilles et découvertes par un papa qui se promenait avec ses enfants. Donc les problèmes ne viennent pas uniquement du DNF, mais en partie, si. Les agents, les gardes-chasse en sont aussi peut-être coupables. Alors des pièges, comme je le disais, ont dangereusement été mis sur le chemin de vététistes et de piétons. D'autres sportifs ont parfois emprunté les routes interdites suite à tantôt une absence de balisage ou de signalisation de sentiers réservés aux VTT ou à un manque de connaissance des règles complexes qui viennent d'être rappelées de façon très, très correcte par mon collègue. Alors nous sommes pas mal intervenus avec mon collègue Thierry Huitzel et espérons que ce genre de situation puisse disparaître suite aux rencontres avec les plusieurs fédérations de VTTistes que vous avez entamées en collaboration avec votre collègue en charge du tourisme. Mais là aussi, je rappelle qu'il serait intéressant de mener un travail avec, transversal avec les 4 ministres concernés. Alors ces fédérations se sont d'ailleurs engagées, suite à cela, à promouvoir et diffuser les bonnes pratiques et les règles à respecter en forêt à tous leurs usagers. Alors j'en viens à quelques questions et j'approfondirai peut-être un peu dans la réplique si j'en ai le temps. Pouvez-vous nous confirmer, Madame la Ministre, que ces informations ont bien été diffusées? Quelles autres mesures découlant de ces rencontres ont également pu être mises en place pour éviter les incidents et la verbalisation des usagers de VTT en forêt? Alors votre collègue en charge du tourisme avait également, puisque je suis allé lui poser quelques questions, évoqué la mise en place d'une task force vélo qui vient d'être évoquée par mon collègue dès le mois de septembre. Elle devait être chargée de proposer un modèle de développement du tourisme vélo en matière intégrée en tenant compte tant de l'actualisation des réseaux tracés, balisés, adaptés à la pratique actuelle du VTT, ainsi que de sa promotion. Il faut dire quand même que la Wallonie est bien dotée en chemins balisés, que ce soit pour les VTT, équestres et pédestres. Maintenant, est-ce que c'est cela que le VTTiste recherche? Alors, votre cabinet participe-t-il à cette task force, plus particulièrement, je vais y arriver, en ce qui concerne les tracés en forêt? Et en conclusion, Madame la Ministre, nous sommes heureux de constater que vous avez mis en place ce processus de concertation afin d'aboutir peut-être à une révision éventuelle du code forestier, comme demandé par mon collègue, ou en tout cas à un balisage amélioré de nos forêts. Je reviendrai avec quelques considérations lors de ma réplique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole à Monsieur Florent. Merci, Monsieur le Président. Merci également à Monsieur Matagne et à nos collègues pour ces réflexions. Effectivement, la question des VTTistes en forêt, elle s'inscrit, en tout cas à notre sens, dans un débat plus large du nécessaire équilibre à trouver entre les différents usages de la forêt. Et comme tout équilibre, celui-ci n'est pas figé, il évolue. Il a d'ailleurs fortement évolué ces dernières années, car il est saisissant de voir combien les forêts sont devenues des lieux fréquentés par les familles, par les promeneurs, par les joggeurs, par les cueilleurs, par toutes sortes de sportifs et bien entendu par les forestiers et les chasseurs qui y étaient déjà. Alors ce n'est pas sans générer certaines tensions entre les usages et rien, bien entendu, n'excuse les planches clouées ou les barbelés, comme il a été fait question, ça c'est simplement criminel. Mais ce nouvel équilibre doit être trouvé, et il doit être trouvé, à notre sens, au bénéfice de tous, et bien sûr sans préjudice de la biodiversité, de la faune, qui sont d'ailleurs consacrés par le code forestier. Monsieur Matagne le rappelait, l'article 21 de ce code limite l'accès, sauf exception temporaire, aux cyclistes, mais pas seulement, aux cyclistes, aux skieurs, aux conducteurs d'animaux de trait, de charge, aux montures, et limité aux routes et aux chemins et sentiers balisés. En fait, il existe plusieurs raisons à cela. La circulation en forêt doit garantir à chaque type d'utilisateur des conditions de circulation sécurisées, mais aussi permettre de préserver le milieu naturel. Et je serais dès lors très prudent à l'heure d'assouplir le code forestier. Ça mérite en tout cas une réflexion approfondie avec l'ensemble des usages en ligne de mire. Notre région déploie de nombreux efforts pour améliorer la résilience des forêts, pour préserver l'habitat de la faune sauvage et pour permettre à des espèces sauvages qui l'avaient déserté de revenir dans nos forêts. Je pense au loup ou au lynx. Je ne sais pas si vous avez vu le magnifique reportage du Jardin extraordinaire à propos du lynx qu'on a vu dans la vallée de l'Asmois. Un choix très avisé d'ailleurs pour ce spécimen. Si nous voulons permettre à ces animaux craintifs de reprendre une certaine place dans nos forêts, il faut aussi veiller à ces équilibres dont je parlais. Donc ceci est dit, et je dois tout à fait reconnaître avec M. Matagne et d'autres que la pratique du vélo en forêt sur des chemins et sentiers autorisés, c'est du pur bonheur.
Et on comprend effectivement que dans la période que nous vivons, on est davantage de pratiquants. Aussi, je comprends tout à fait la demande des VTTistes d'avoir des routes, des chemins clairement identifiés. Donc mes questions qui sont complémentaires à celles déjà posées, Madame la Ministre, avez-vous rencontré les représentants des VTTistes et quelles pistes, quelles solutions voyez-vous pour renouer un dialogue avec le DNF et avec les VTTistes sans forcément mettre un préjudice au code forestier? Et à titre personnel, je comprends qu'un agent du DNF soit là aussi pour faire respecter le code forestier, c'est même son travail. Quelles limites prévoyez-vous dans ces discussions afin de préserver nos forêts? Et comment améliorer d'une part l'information sur la législation en vigueur, c'est important, mais d'autre part améliorer le balisage, les aires de repos pour le monde du vélo, pour que cette pratique puisse avoir lieu dans de très bonnes conditions dans nos forêts. Merci pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Pour toutes les réponses, je cède la parole à madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos différentes interpellations, messieurs les députés. Je pense que ce ne sont que des hommes, si je ne me trompe pas, oui, qui sont intervenus, et tous des grands VTTistes, je n'en doute pas, sauf Monsieur Dupont qui a eu l'honnêteté de reconnaître que ce n'était pas son cas. Alors, messieurs, depuis cet été, j'ai répondu à de nombreuses questions sur la pratique du VTT en forêt, ce qui m'a permis de rappeler systématiquement que l'accès de la forêt pour tous les usagers dans les meilleures conditions et bien sûr en toute sécurité est une de mes priorités. La fréquentation accrue des espaces naturels suite à la crise sanitaire que nous traversons génère effectivement des situations nouvelles, le plus souvent heureuses, il faut quand même le rappeler, parfois problématiques, comme celles dont les médias ont à nouveau largement fait écho ces dernières semaines. Tout d'abord, je condamne fermement, je pense que c'est important de le rappeler, Monsieur Fontaine, les dispositifs dangereux que vous avez cités, qui sont effectivement totalement inacceptables sur le terrain. Plus largement, j'ai dès le début de la crise entretenu des contacts réguliers avec mon administration et les fédérations d'usagers pour tenter de comprendre et de répondre au mieux à leurs besoins respectifs afin de limiter les sources de conflits possibles. La politique que j'ai donc souhaité mener et que je continue de mener dans ce domaine, c'est véritablement une politique de dialogue. Au fur et à mesure des questions de vos collègues, et comme vous l'avez rappelé à nouveau, j'ai confirmé dans mes réponses que des contacts réguliers sont entretenus avec différentes fédérations d'usagers. Un processus de concertation est en cours et j'ai en effet souhaité, tout comme vous, qu'il débouche sur une réflexion approfondie et non pas sur des solutions rapides qui ne régleraient peut-être pas l'ensemble du problème, un problème qui touche à bien des aspects au-delà de la seule pratique sportive du VTT. Car vous n'êtes pas sans ignorer, vous l'avez d'ailleurs rappelé, que les usagers des espaces naturels et des forêts sont très nombreux, qu'il convient de garantir à chacun les meilleures conditions de cohabitation et que ceci doit se passer également, bien sûr, dans le plus grand respect du milieu naturel, qu'ils apprécient par ailleurs et souhaitent préserver pour y pratiquer leurs activités de détente. Ce processus de concertation doit donc évaluer précisément les conséquences de chaque décision. Nous avons souhaité mener cette concertation en collaboration avec ma collègue Valérie Debu, qui a elle aussi été interpellée par les VTTistes et dont l'administration a dans ses compétences justement le balisage permanent. Tout balisage de ce type doit en effet être validé par le Commissariat général au tourisme. Ce processus de réflexion a donc débuté il y a déjà de nombreuses semaines entre nos administrations, dont évidemment le DNF, et de manière individuelle avec des experts, des acteurs et les fédérations concernées par cette thématique. Dès le mois de juillet, nous avons donc reçu dans ce cadre les fédérations des VTTistes et avons continué en bonne concertation avec elles à gérer les situations problématiques. À ce stade, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nos administrations s'apprêtent à envoyer une invitation conjointe aux différentes fédérations d'usagers, pas uniquement les VTTistes, donc pour les recevoir ensemble avant la fin de l'année, comme je m'y étais engagée. Nous organiserons différentes réunions de travail dans le but de dégager des pistes de solutions les plus adéquates pour tous. Je pense que c'est ce type de processus que vous entendez par mise sur pied d'une task force. Quant à savoir s'il s'agira de revoir le code forestier, son interprétation, ses modalités d'application, ma position a toujours été très claire. Et je ne dirai rien d'autre que ce que j'ai répondu à votre collègue M. Witzel en octobre dernier. Nous le déciderons en temps utile en fonction des résultats des consultations avec tous les acteurs. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le répondre en septembre dernier, une modification du code forestier serait en effet nécessaire pour accéder à une revendication de certains VTTistes, d'avoir accès aux sentiers en plus des chemins. Mais ceci ne fait pas à l'heure actuelle consensus parmi tous les types d'usagers, notamment les randonneurs, ni même d'ailleurs au sein des fédérations de VTTistes comme la MBF. À ce niveau, je tiens à insister encore une fois sur le dialogue positif entre nos administrations, cabinets et fédérations d'usagers.
dont les VTTistes qui tous respectent cette volonté d'équilibre entre les utilisateurs. J'en profite donc pour les remercier ici de cette collaboration active et constructive. Par ailleurs, le balisage constitue certainement une réponse adaptée dans de très nombreux cas aux besoins des VTTistes et les propositions amenées par certaines fédérations vont d'ailleurs dans ce sens et donc une piste clairement privilégiée pour nous. La pratique du VTT se subdivise elle-même en différentes pratiques particulières pour lesquelles différents types de lieux sont nécessaires, mais ne sont certainement pas tous souhaitables partout si l'on veut préserver nos milieux naturels. Enfin, le DNF opère bien entendu ses missions par prévention et donc information avant de passer à une phase plus répressive. À ce titre, il collabore d'ailleurs déjà avec les usagers pour concrétiser des solutions sur le terrain. La réalisation depuis cet été de plusieurs aires balisées de type bike parks, en bonne coordination avec les communes. Et les VTTistes attestent de cette collaboration constructive possible, et ce déjà dans le cadre des dispositions légales actuelles. Le travail de prévention et la diffusion des consignes de bonne pratique est aussi assuré de leur côté par les fédérations. Il n'en demeure pas moins que le DNF a également pour mission de faire respecter les lois prévues pour préserver les différents usages de la forêt et bien entendu le cadre naturel, et que dans l'attente de solutions concertées plus globales, il est souhaitable que les différentes pratiques s'exercent dans des limites acceptables. Le manque d'information ne peut donc pas justifier toutes les dérives, même pas au nom de la passion pour une pratique ou une autre. Et dans le cas du youtubeur sur lequel votre collègue M. Witzel m'a interrogé la semaine dernière, le contrevenant reconnaît lui-même avoir conscience d'être en infraction. Par son rôle, j'ai envie de dire, d'influenceur, vous l'avez rappelé aussi, il a évidemment aussi un rôle d'exemplarité à tenir. Il est donc logique aussi qu'on puisse intervenir. Et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des contrevenants faisant l'objet de verbalisation. Pour conclure, étant donné que de nombreuses personnes semblent en effet suivre d'autres canaux d'information, comme ceux des influenceurs ou des youtubeurs, plutôt que les canaux officiels de la région ou des instances touristiques, et je ne les blâme évidemment pas pour ça, c'est bien logique, mes services travaillent actuellement à diffuser l'un ou l'autre support plus rigoureux sur ces canaux justement appréciés du public. Enfin, plus largement, comme vous l'aurez sans doute compris, mon objectif est bien de travailler dans le dialogue afin que notre patrimoine naturel soit à la fois préservé et accessible à nos concitoyens dans toute leur diversité. Merci Madame la Ministre pour ces réponses. Et pour les répliques, et tout seigneur, tout honneur, le dépositaire de l'interpellation, M. Matagne, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, évidemment, pour votre réponse précise et pour votre ouverture d'esprit. Et merci aussi à mes chers collègues députés de s'être joints à cette interpellation. J'essaierai de ne pas être trop long, pardon. Mais d'abord, pour préciser que dans la forêt, dans les bois, la plupart des usagers s'entendent parfaitement bien. Évidemment, dans les journaux, dans les médias, ce ne sont que les problèmes qui sont identifiés. Il n'y en a que très peu, mais lorsqu'ils sont identifiés, ils ont plus d'écho. Mais il y a plein de situations qui se passent à merveille, évidemment. Je suppose que vous ne vous êtes pas disputé dans les bois ces derniers mois ou ces dernières années avec d'autres usagers, en tout cas, je l'espère. Et que ce soit avec les promeneurs ou avec les chasseurs, il y a une entente merveilleuse. Et d'ailleurs, je trouve que la proposition de notre collègue Eddy Fontaine d'identifier finalement les zones de battue avec une application sur smartphone est une excellente idée parce que la plupart du temps, on découvre la battue une fois arrivé sur la parcelle. Ce n'est pas un problème du moment que c'est clairement identifié et dans 99% des cas, ça l'est et c'est très bien ainsi. Ce que je souhaite, Madame la Ministre, évidemment, ce n'est pas vouloir aller trop vite. Simplement, je souhaite que tout le monde soit considéré de la même manière. J'entends bien, évidemment, que le balisage est une option intéressante. Et encore une fois, je peux souscrire pour, par exemple, des pistes permanentes dans des zones, dans des régions touristiques. Ça peut vraiment aider. Mais par ailleurs, le VTT, c'est avant tout la liberté. C'est de pouvoir avoir un véhicule qui vous permette de passer à peu près n'importe où, pour autant que ce soit autorisé, entendons-nous bien. Et donc, de mon point de vue, quelque part, il n'y a pas de barrière, on peut passer. Ça nous semble quelque part très logique. Et pour autant qu'il y ait un sentier, hein, je ne dis pas qu'on doit aller rouler partout, mais s'il y a un sentier, s'il y a un chemin, s'il y a une ouverture en tout cas, qui est là depuis plusieurs années, donc qui a été pérennisée dans le temps parce qu'elle est utilisée, je tiens à le préciser. J'ai un
petit peu de mal à comprendre pourquoi finalement les VTTistes ne pourraient pas y aller. Bien entendu, dans le respect de la sécurité des autres usagers. Et il est vrai que lorsqu'on rencontre des randonneurs dans ce qu'on appelle communément un single track, mais il convient d'avoir la politesse de s'arrêter et bien entendu de laisser passer les randonneurs, puisque ce sont eux qui ont la priorité. Ils sont l'usager faible par rapport aux cyclistes dans les bois. Et donc voilà, je vous invite évidemment à continuer votre réflexion. Je ne vous cache pas que j'ai pu m'entretenir avec les membres de la MBF et évidemment, ils étaient quelque peu déçus du message qui avait été envoyé aux youtubeurs, non pas parce que c'est cette personne, entendons-nous bien, personne ne cherche à le défendre. Encore une fois, il a reconnu ses torts et c'est tant mieux. Mais par contre, ils se sont engagés dans un processus, en tout cas, ils souhaitent s'engager dans un processus de collaboration avec vos services. Donc, n'hésitez pas vraiment à les solliciter. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas une fédération reconnue, mais toujours est-il que les membres sont des membres très actifs, des membres respectés parce qu'ils ont une notoriété dans le monde du vélo, parce qu'ils sont journalistes professionnels sur des sites internet et dans des magazines de VTT. Ce sont vraiment des gens qui ont un niveau intellectuel, un niveau de pratique de VTT intéressant et qui sont ouverts et qui ont, encore une fois, une notoriété qui sera respectée du plus grand nombre. Et puis encore une fois, si j'ai bien entendu votre message concernant les messages qui sont publiés par l'administration sur les réseaux sociaux, j'y suis abonné, donc je les reçois sans doute comme vous tous, chers collègues. Néanmoins, vous en conviendrez, un ado de 15-16 ans qui fait du VTT va plus rapidement s'abonner à la chaîne VTT avec un mec normal qu'à SPW, administration. Et sans critique pour l'administration, et malheureusement, c'est très malheureux, évidemment. Donc voilà, je vous encourage évidemment à trouver des collaborations de ce type, et je ne dis pas particulièrement avec cette personne, vous serez seul juge des meilleures personnes à consulter, mais je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont dépassé tous les autres types de médias, et ces influenceurs, comme leur nom l'indique, ont une influence vraiment très importante. Et je n'ai pas sollicité la personne, je ne connais pas son avis sur la question, mais si l'administration pouvait exploiter finalement la capacité d'influence qu'ont ces personnes, mais ce serait merveilleux. En tout cas, si j'étais ministre, si j'avais la chance d'être à votre place, Madame la Ministre, j'essaierais de faire passer mon message via ces influenceurs. Voilà. Je vous souhaite en tout cas bonne continuation dans ce dossier et je ne manquerai pas de revenir vers vous. Et comme vous le savez, même si vous vous êtes engagé à travailler sur le sujet, je déposerai une motion qui vise à faire passer mon message le plus clairement possible auprès de vos services. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur Dupont. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'aime bien cette interpellation, elle est intéressante. Évidemment, j'avais posé des questions un peu spécifiques, donc voilà, je peux comprendre qu'il n'y a pas de réponse à l'ensemble. Ceci dit, je trouve aussi intéressant cette application de zone de battue. Pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en plein bois au milieu d'une zone de battue parce que l'entrée du chemin par où je suis rentré n'était pas indiquée. Donc tu vois passer un cerf et puis en fait tu vois derrière des petits bonhommes en orange et tu dis je n'ai pas intérêt à être là. Et donc tu fais vite demi-tour. Mais ça m'est déjà moi-même arrivé, quoi. Donc l'application peut être une bonne idée. L'invitation conjointe, ça montre que vous prenez le dossier en main, donc c'est une bonne chose. Et les canaux de communication, ben oui, je pense qu'effectivement, les canaux de communication doivent un peu innover. Faire appel à des influenceurs est une bonne idée. Et du coup, ça m'a fait penser que vous en avez un très bon dans ce gouvernement. Puis ce que vous pouvez demander à M. Di Rupo, comment utiliser TikTok. Merci. M. Fontaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. On fera passer le message à Monsieur Di Rupo, ne vous inquiétez pas, et si pas, il ira prendre des cours chez vous, je pense. Voilà, donc Madame la Ministre, très brièvement, je rappelle quand même que le balisage reste correct, peut-être pas suffisant, et si on prend l'exemple d'autres pays voisins, on prend l'exemple de la France, où, sauf restrictions pures, tout est accessible. Donc il y aurait peut-être une solution, c'est de dire, voilà, cette zone-là est totalement interdite. Après, on va s'opposer aux naturalistes, que vous connaissez mieux que moi, c'est-à-dire que toutes les zones ont un intérêt biologique. Alors, autre chose qui serait intéressant aussi, et qu'on oublie de dire, c'est que l'utilisation, que ça soit à pied, en vélo, à cheval, des sentiers, permet un entretien de ces sentiers-là.
Parce que quand on a, et je prends l'exemple de ma commune, on a 300 km de sentiers balisés sur l'entité de Couvin et 200 km sur l'entité de Viron-Inval. Je pense qu'on est la zone la plus couverte en sentiers balisés, qu'ils soient vététistes, pédestres ou cavaliers. Ça permet, on doit entretenir ces sentiers-là, mais avec un passage assez important, ces sentiers sont entretenus. Et je rejoins évidemment mon collègue écolo en disant qu'il y a des zones et qu'il faut absolument protéger certaines zones et protéger la nidification, interdire l'accès aux forêts à certains moments. D'où j'insiste, Madame la Ministre, je prêche peut-être un peu pour ma chapelle, mais je vois quand même que les collègues de l'opposition n'y sont pas opposés par principe. Cette application, le ministre Borsu m'a répondu que par rapport à la chasse, elle serait en tout cas étudiée, qu'il y aurait une première cartographie en juin 2021. Je pense que cette application, elle doit être élargie, comme je l'ai dit dans mon intervention, élargie. Et dire voilà pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en période de chasse les zones de chasse, en période de nidification, dire voilà, cette zone-là est interdite parce qu'il y a une nidification ou parce qu'il y a un élément particulier qu'on y retrouve, et vraiment élargir et avoir une application sur son smartphone et dire voilà, moi je vais aller rouler à tel endroit. Mon collègue le disait, je suis moi-même tombé cette semaine-ci, mais c'était un problème de chasse évidemment. Je fais 45 minutes de voiture pour aller me balader et découvrir la Molinier. J'arrive, je prends un parcours qui fait 23 km, arrivé à 13 km ou à 14 km, paf, je tombe nez à nez avec un panneau. Il y avait un panneau, donc ça, il ne faut rien dire. Il y avait un panneau chasse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Ça veut dire que de 20 km, on passe à 26 km. Bon, pour certaines personnes qui sont un peu sportives, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais les gens qui sont en famille, qui sont des marcheurs du dimanche, qui sont capables de faire 15 ou 20 km, ne sont peut-être pas capables de faire 26 km. Donc, soit on fait demi-tour, soit on traverse. Et la plupart du temps, les gens traversent, avec les risques que ça en cours. C'est ce que j'ai dit à monsieur le ministre. Il y a peut-être une solution aussi par rapport à ça, c'est de trouver un chemin ou demander aux chasseurs de baliser un chemin qui peut contourner le bois. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je réitère quand même, au nom du groupe PS, la confiance au gouvernement et la confiance à Madame la Ministre. La mise en place de cette task force, le fait de réunir l'ensemble des usagers serait intéressant. Est-ce que vous pourrez envisager un travail parlementaire à réfléchir et voir un petit peu si certains députés qui sont intéressés par le sujet, qui connaissent la matière, pourraient être invités à ces réunions pour apporter un peu et pouvoir faire le suivi au niveau parlementaire. Voilà, je pense que j'ai été assez long dans cette réplique, mais je vous remercie, Madame la Ministre. Et en ce qui concerne la motion, la procédure, et je l'ai expliqué à notre collègue, la procédure veut que quand une motion est déposée, si on veut l'analyser plus en profondeur et peut-être y apporter quelques ajouts, il faut déposer une motion pure et simple, et ça, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais pas pour rejeter la motion qui est déposée, simplement pour prendre le temps d'analyser et d'aller plus loin dans la réflexion. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour conclure, monsieur Florent. Oui, très rapidement, un grand merci, Madame la Ministre, pour la réponse complète. Je trouve que des réflexions intéressantes ressortent de ce débat. Et ça vaut la peine d'avoir effectivement cette réflexion sur les usages de la forêt. Parce qu'on prend par un certain bout de la lorgnette, tout à fait légitime, hein, les vététistes, je trouve ça vraiment très très bien. Il y a pas mal d'usages, effectivement, par rapport à ça. Une dernière réflexion qui n'a peut-être pas été amenée jusqu'ici. Il se peut aussi que des gens de bonne foi confondent des sentiers tracés par des randonneurs à ceux tracés par les animaux qui y passent souvent. Et donc, j'attire quand même votre attention qu'ouvrir la possibilité d'utiliser toute forme de sentier, petit sentier au VTT pourrait effectivement, de facto, créer un nouveau sentier du coup, hein, parce qu'il y aura du passage, mais ce n'est pas, je suppose, l'intention initiale de cette interpellation. Donc je trouve que là, ça demande véritablement une réflexion et j'accueille avec beaucoup de plaisir le fait que cette réflexion s'initie avec les différents usagers de la forêt. Merci.